de la souveraineté alimentaire et de l'élevage. Le Premier ministre Ousmane Sonko ne peut pas faire sa déclaration de politique générale devant les députés tant que l'actuel règlement intérieur de l'Assemblée nationale est en vigueur. Cette assertion est du président du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi. Ses membres étaient en conférence de presse cet après-midi. Dame Silla pour le compte-rendu. En conférence de presse, les membres du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi ont attaqué le règlement intérieur édition juillet 2021 de l'Assemblée nationale. Selon le président du groupe, le document est plein de manquements. Depuis septembre 2012, notre installation, on nous a distribué un règlement intérieur, le voici, qui est intitulé Règlement intérieur, Assemblée nationale, Règlement intérieur, édition juillet 2021. C'est ce règlement intérieur qui a été distribué à tous les 165 députés. Et après avoir analysé le règlement intérieur, après l'avoir consulté, nous avons constaté que cette édition de juillet 2021 est une fraude à la loi et porte une atteinte grave à la Constitution, aux lois de la République et aux prérogatives constitutionnelles de l'Assemblée nationale. Puisque cette version, cette édition-là ne correspond pas au texte actuellement en vigueur. Toujours selon Aïb Dafé, lors de la suppression du poste du Premier ministre en 2019, certaines lois et dispositions du règlement intérieur étaient carrément élaguées du document, parmi elles, celles qui portent sur la déclaration de politique générale. Je vous donne quelques exemples, 3 exemples notamment. À l'article 3 de cette loi d'octobre 2019, on dit qu'au titre 3 sont abrogées les dispositions des articles 97, 98 et 99. En conséquence, sont supprimés les chapitres 22, 23 et 24 du règlement intérieur. Voici ce que dit la loi d'octobre 2019. Et depuis cette date, il n'y a aucune autre loi qui a été prise pour modifier le règlement intérieur. Donc normalement, dans le règlement intérieur, les articles 97, 98, 99 anciens ne doivent plus être retrouvés, parce qu'ils ont été supprimés. Les chapitres dont on te parle également ne doivent plus être retrouvés dans ce règlement intérieur-là, puisqu'ils ont été abrogés. De coutume, au Sénégal, le Premier ministre fait sa déclaration de politique générale devant les parlementaires 100 jours après sa nomination. Mais avec le règlement intérieur actuel de l'Assemblée nationale, rien ne l'oblige à le faire, selon le porte-parole du jour du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi. Actuellement, il n'y a aucune disposition dans le règlement intérieur qui permet d'organiser, de préciser les modalités d'organisation et de tenue d'une déclaration de politique générale, d'une motion de censure et d'une question de confiance. Vous allez me dire, oui, mais c'est prévu dans la Constitution. Bien sûr, c'est prévu dans la Constitution. La Constitution, le constitutionnaliste, le législateur constitutionnel a fait son travail. Mais celui qui n'a pas fait son travail, c'est nous, en tant que parlementaires, de réviser le règlement intérieur suite à la révision constitutionnelle restaurant le poste de Premier ministre. Le groupe parlementaire Yewwi Askan Wi se dit plus que déterminé à jouer son rôle dans la transformation systémique du Sénégal. Il s'engage à instaurer une assemblée de rupture qui participe à la matérialisation du projet Djoub Djoubal Djoubanti. Nouvel épisode sur notre série de reportages au Rwanda. Focus ce soir sur les 2 autres candidats qui défient le président Paul Kagame. Qui sont-ils, leur programme et leur chance de remporter cette élection? On voit tout cela avec notre envoyé spécial René Massiga Diouf qui a rencontré le journaliste politologue rwandais André Gakwaya. Voici son reportage. 2 autres candidats font face au président sortant du Rwanda, le Dr Frank Habineze du Green Party, les Verts, et Philippe Payimana, candidat indépendant, des prétendants au fauteuil présidentiel dont les actions sont noyées par la vague déferlante du Front patriotique rwandais. Nos nombreuses sollicitations pour couvrir leurs activités ou les interviewer sont restées lettres mortes. Pour connaître leur programme, nous avons accueilli le journaliste et politologue André Gakwaya. Il est spécialiste de la politique intérieure du Rwanda et dirige l'agence de presse Rena News. Green Party et Habineze Frank, il est coriace et depuis le début, il a affronté beaucoup d'obstacles, des gens qui ne voulaient pas entendre parler d'une certaine opposition.
Mais il a continué, par après son parti a été agréé. Philippe Mpayimana, c'est un candidat indépendant qui a même fait la compétition au dernier mandat. Il était là. Pour nous, les Rwandais, on n'était pas habitués à voir quelqu'un, un indépendant qui s'aventure comme cela. Les deux candidats sont restés quasiment à quai dans cette campagne électorale. Aucun signe visible d'activité, sans trace ni affichage, encore moins un rassemblement. Leur présence dans les médias et les supports de communication de masse se limite à l'occupation du temps d'antenne qui leur est réservé sur la télévision publique. Le candidat Mpayimana, il réunit quelques femmes, quelques jeunes que vous pouvez compter du bout des doigts. Même le candidat de Green Party, quand vous considérez les gens qu'il réunit sur des sites, c'est difficile qu'ils puissent égaler le FPR. Le FPR, c'est l'ensemble du peuple. Autrement dit, après le génocide, les Rwandais veulent un dirigeant qui les guide, les oriente vers le bien, massivement, tous ensemble. Tandis que cette façon de se perdre dans différentes parties, c'est gaspiller ses énergies inutilement. Donc, ils préfèrent travailler ensemble de manière compacte pour construire le pays. Et c'est cela qui confère une grande popularité à Kagame. Les deux se présentent pour la deuxième fois face au président Kagame. Faire adopter leur programme politique va relever d'un véritable parcours du combattant. Il veut surtout des postes de députés et de sénateurs dans le prochain Parlement. L'actualité chez nous avec 8 pôles économiques pour mettre en œuvre la politique industrielle du gouvernement. L'objectif de l'État est de créer les conditions d'une émergence industrielle endogène dans les régions de l'intérieur du pays. C'est ce qu'a dit le ministre de l'Industrie et du Commerce, Dr Serigne Diop, revient ici sur les axes majeurs de la politique industrielle du gouvernement. Il était l'invité de l'émission Le Point avec Ousmane Garifay. On l'écoute. L'État veut maintenant mettre en place des zones industrielles sur l'ensemble du territoire, sortir un peu de Dakar. Parce que l'essentiel des entreprises, qu'elles soient meunières ou horticoles ou en tout cas toutes les entreprises sont concentrées à Dakar. Donc ce que l'État va faire, c'est faire un peu comme ce qu'on a fait à Sandiara, des zones industrielles agroalimentaires, mécaniques, électricité, pharmaceutique à l'intérieur du pays, à Touba, à Tivaouane, à Kaolack, aller vers Tambacounda. Nous sommes en train de discuter pour voir comment avoir une politique incitative pour une entreprise qui est censée hors de Dakar pour bénéficier de beaucoup plus encore de soutien de l'État. Nous sommes en train de voir aussi comment on peut installer des zones industrielles et des agropoles dans les départements du Sénégal. Mais on va d'abord commencer par les 8 pôles de notre projet du PASTEF que tout le monde connaît. C'est les 8 pôles du projet dans les grandes régions de Casamance, du Bundu, du Cayor. Ça, c'est la priorité. C'est les 8 agropoles et les 8 zones industrielles. Ensuite, nous allons passer à 14 zones industrielles au niveau des régions et passer aussi à des zones industrielles dans chaque département. Voilà un peu l'invite qu'on leur fait. C'est maintenant, sortons déjà de Dakar, amener un plan de développement et puis nous voulons aussi créer des champions nationaux, comme vous l'avez dit. Il faut qu'on ait des champions nationaux dans tous les domaines, de l'huile, du riz, du sucre, ainsi de suite. Et l'idée qu'on a en réalité, c'est se dire, est-ce qu'on doit qu'on ait à importer du riz ? Est-ce qu'on doit dépendre des bateaux étrangers pour cela? Et c'est pour cette raison-là que nous avons un plan justement de sécurité alimentaire, justement, dans le domaine du riz, dans le domaine des huiles, dans le domaine du sucre, ainsi de suite. Le Sénégal, la vocation du Sénégal, c'est pas de dépendre de l'étranger. On l'a vu pendant la période Covid. Quand il s'est agi de devoir fermer nos frontières, que tous les pays commençaient à déjà revoir leur stock de sécurité à la hausse, alors le Sénégal a failli frôler la catastrophe. Parce qu'il fallait avoir du riz pour quand même 18 millions de Sénégalais. On consomme 1 200 000 tonnes de riz, 100 000 tonnes chaque mois. Alors évidemment, on ne peut pas dépendre de l'étranger pour ce genre de choses-là. Et il y a 2 opportunités. La première, c'est développer l'agriculture, l'agrobusiness dans le pays. Et l'autre, c'est développer l'industrie et les chaînes de valeur pour ces différentes... pour le sucre, pour l'huile, pour évidemment tout ce qui touche justement aux productions animales, au lait. Donc la politique du gouvernement, en réalité, c'est beaucoup plus aller à moyen terme, à long terme. C'est vraiment à développer cette politique. Et c'est pour ça, justement, on a cette politique d'agropole et des zones industrielles.
On s'intéresse maintenant au développement des infrastructures terrestres. Le ministre Malick Ndiaye en tournée d'inspection sur les chantiers des autoponts du front de terre, du TER, de la Nationale 1, de l'autoroute Mbour-Fatick-Kaolack et de la route Sandiara-Diaganiao. L'avancement de tous ces projets est jugé satisfaisant. Amadou Diallo. Une procession sur un ouvrage en phase de finition. L'exécution des travaux de l'autopont de front de terre est à plus de 75%. Les aires aménagées occupent une surface de 10 000 m². L'autopont va améliorer la mobilité urbaine, particulièrement dans le croisement Bourguiba-Front de terre. Nous avons démarré par le pont du Front de terre, l'autopont. Les travaux avancent bien. Était peut-être les travaux de la SONES. Peut-être aujourd'hui, le pont serait déjà livré. Mais ils sont en train d'accélérer. Nous pensons que d'ici 2 à 3 mois maximum, le pont sera livré. Je pense que ça va soulager les citoyens de Dakar. Nous nous rendons ensuite à Diamniadio. Là, les travaux des autoponts de la Nationale 1 et du TER avancent à un rythme soutenu. Respectivement de 231 mètres et de 557 mètres, ils vont être livrés en septembre et novembre 2024. Nous avons aussi visité le pont, ou les 2 ponts, je dirais, de Diamniadio, surtout celui qui connecte le pôle urbain, le garage des gros porteurs, le marché d'intérêt international. Les travaux aussi avancent bien là-bas parce que c'était un peu spécifique avec le passage du TER, mais ce que nous avons noté est globalement satisfaisant. Nous quittons Dakar, direction l'autoroute Mbour-Fatick-Kaolack. Ici, le délai de livraison prévu en janvier 2026 va être réduit. Ensuite, nous avons pris l'autoroute Mbour-Kaolack, disons, qui est sur un linéaire de 100 km. Ça avance très bien et probablement ils vont livrer avant date même, comme ils l'avaient fait pour Ila Touba, ce qui est formidable. Parce que c'est en quelque sorte une autoroute qui va desservir plusieurs régions, mais surtout qui va réduire le taux d'accident particulièrement. Et nous sommes même en train de réfléchir comment prolonger sur Tamba, car c'est la zone la plus accidentogène. La délégation s'est également rendue sur la route Ndiaganiao-Sandiara d'une longueur de 14 km. Ces travaux de